Bonsoir, l'invité de ce soir, BFM TV 2012, est Arnaud Montebourg, candidat aux primaires socialistes pour être président de la République. Bonsoir Arnaud Montebourg. On a intitulé cette émission « Arnaud Montebourg, un enfant de la France-Algérie ». C'est une phrase qui est dans votre livre, Des idées et des rêves, tout simplement parce que vous avez un grand-père kabyle qui est né au début des années 1900 en Oranie. Et puis les hasards de la vie ont fait qu'il s'est marié à une Normande. Et vous portez ce métissage presque comme un message politique par les temps qui courent. Quand on a des ambitions politiques, des projets, c'est toujours utile de savoir à qui on a affaire. Donc quand on demande aux Français de vous suivre, puisque c'est ça une candidature à l'élection présidentielle, il vaut mieux dire d'où on vient. Et sans aller trop dans les détails, avec un peu de dévoilement, j'ai simplement dit d'où je venais, quelles étaient mes racines, mon histoire, qui n'est pas celle qu'on croit d'ailleurs. Voilà, eh ben, on aura l'occasion d'en reparler au cours de cette émission. Le 20 novembre dernier, vous étiez à Frangy, chez vous, en Saône-et-Loire. Vous êtes le président du département de Saône-et-Loire. Vous êtes député de Saône-et-Loire depuis 15 ans maintenant. C'est ça. Hein, et vous avez annoncé votre candidature à l'élection présidentielle. Et c'était très festif. On regarde ce qui s'est passé juste après votre discours. Alors Arnaud Montebourg, Barbara qui chante « Regarde », une chanson qu'elle a écrite après l'élection de François Mitterrand en 1980. Dans ce livre Des idées et des rêves, vous proposez effectivement 100 propositions. Ça rappelle tout ça. François Mitterrand, c'est un incontournable pour un candidat socialiste ? Oui, d'abord, je crois. Mais au-delà de ça, il y a une filiation personnelle, intime. Je suis né dans la Nièvre. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, celui dont vous parliez à l'instant, mon propre père sont enterrés dans un petit village au pied du Mont Beuvray, dans le canton de Château-Chinon. Ça doit vous dire quelque chose, oui. Dans la Nièvre. Donc il y a une histoire personnelle. D'ailleurs, il y a le bon, le mauvais Mitterrand. On ne peut pas faire le tri. J'ai préféré, en ce qui me concernait, garder cette histoire comme une sorte de fil ininterrompu depuis la naissance du socialisme. 1905 jusqu'à la suite. L'espoir que chante Barbara, des idées et des rêves. L'époque est propice aux rêves ? Ah, il vaudrait mieux. D'abord parce que le monde est aujourd'hui une société assez irrespirable et que beaucoup de notre jeunesse et même de personnes qui ont des souvenirs, qui se souviennent de ce qui s'est passé il y a encore 20, 30, 40 ans, reprochent à cette société d'être ce qu'elle est. Donc il vaut mieux dire où on veut aller et où on veut emmener la société. Même si ça paraît inatteignable, il y a tellement de choses possibles aujourd'hui par la force des hommes et des femmes que ces rêves sont réalisables. Voilà comment vous avez dit précisément « je suis candidat ». Dans ce petit coin de Bourgogne, qui est le mien, qui est le nôtre, je suis venu vous annoncer ma candidature à la présidence de la République française. Je suis bien conscient de l'audace d'une telle déclaration. Alors c'est quoi? C'est de l'humour ou bien vous ne croyez pas vous-même à votre candidature? Et non, parce que beaucoup disent, mais il n'a pas été ministre. Je disais, dans la suite de ce discours, avec un peu de dérision, d'autodérision, c'est toujours nécessaire quand on s'engage à monter les grandes montagnes, je disais, mais il y a beaucoup de candidats qui ont été ministres et qui ont échoué. Il y en a même un sacré nombre. Donc cela n'a pas de sens. Dans tous les pays européens aujourd'hui, là où les gauches ou même les partis de gouvernement n'ont pas changé leur leadership et n'ont pas fait muter leur offre politique, ce sont les extrémismes, et notamment de droite, qui l'ont emporté. C'est une des raisons pour lesquelles je travaille à transformer la gauche et ses propositions au pays pour transformer la France, parce que sinon nous aurons des problèmes graves de crédibilité. Vous allez trouver peut-être sur votre chemin à la candidature socialiste cet homme-là. Votre pays vous manque toujours. D'abord, vous y avez des tas d'amis, de la famille, des habitudes, des goûts, une culture. Donc bien sûr, ça manque. Je pense que tout individu qui travaille à l'étranger, par moment, a un peu le blues du pays, quoi. C'est le bon candidat pour le PS ?
En tout cas, je lui souhaite bonne chance. En ce qui me concerne, ma détermination ne changera pas ma trajectoire au gré des candidatures des uns et des autres. Vous n'êtes pas de ceux qui lui tombent dessus à bras raccourcis en disant « mais il était à Washington, il ne sait plus ce qui se passe en France, il est au FMI, donc il est justement le représentant de ce monde que vous voulez transformer ». Moi, je crois que la primaire, ça consiste d'abord à se respecter et ne pas attaquer les hommes ou les femmes, mais au contraire, présenter des projets. Je suis candidat à la transformation du système financier, économique, politique, et même de nos modes de vie, d'une certaine manière, comme l'écologie nous y invite. Je ne connais pas le projet de Dominique Strauss-Kahn. Il l'exprimera certainement s'il est candidat. Et à partir de là, nous débattrons projet contre projet. Et puis, la masse des électeurs, car ce n'est plus une affaire qui appartient aux encartés des partis politiques, confidentielle. Tous les Français peuvent voter s'ils sont inscrits sur les listes électorales et s'ils viennent le jour du vote. C'est le 9 octobre 2011, je préfère le dire, parce que beaucoup n'ont pas encore compris qu'ils pouvaient massivement, sans être dans les partis politiques, participer à la primaire. Vous souhaitez qu'il dise vite ce qu'il va faire ? C'est à lui de choisir ce rythme, ce n'est pas à moi. Nous avons un calendrier qui convient à tout le monde. Je crois que maintenant, il s'impose à tous. Vous êtes élu président de la République. Florence Cassès, qu'est-ce que vous faites ? La diplomatie des petits pas, peut-être aussi du silence. Il y a beaucoup d'autres pays avec qui nous avons eu des ressortissants qui ont été condamnés, même injustement, ou sans beaucoup de preuves, ou avec des preuves contestées. Bien. Il y a eu des résultats sur le plan diplomatique. Je ne suis pas sûr qu'il faille créer un incident diplomatique avec un pays pour lui arracher le retour d'un de nos ressortissants comme Florence Cassès. Je pense qu'on pouvait s'y prendre autrement. On ne peut pas utiliser le malheur des gens pour se mettre en scène politiquement. Ça, c'est pour le président de la République française. La justice, après le drame de Laetitia, il apparaît que certes, il y a des problèmes de moyens dans la justice française, mais là, il y a eu aussi un dysfonctionnement. Le président Montebourg fait quoi? Il couvre, il ne dit rien? Non, je suis favorable à la responsabilité de ceux qui ont des décisions à prendre. D'ailleurs, elle existe, cette responsabilité. Aujourd'hui, un magistrat qui commettrait un écart par rapport à sa déontologie est sanctionnable dans le droit actuel. Donc, il n'est pas question de dire il y a des gens qui sont au-dessus des responsabilités. Ce n'est pas le cas. Néanmoins, dans l'affaire qui nous intéresse, c'est-à-dire l'affaire de Laetitia et le tribunal de Nantes, il y a eu des audits qui avaient été faits il y a 2 ans qui montraient que les magistrats, les fonctionnaires du service de probation, c'est-à-dire qui surveillent les détenus après leur libération, n'avaient pas de moyens pour exécuter leur mission. Donc vous ne pouvez pas accuser des gens à qui vous retirez des moyens. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes vous-même responsable politiquement. Même s'il y a des erreurs de commises. On verra qui ne sont pas liées aux moyens. On verra comment, lorsque ces fonctionnaires iront saisir les tribunaux, s'ils estiment qu'ils sont injustement sanctionnés, ce qu'en dira la justice, parce qu'eux-mêmes ont aussi droit à la justice. Les rêves, aujourd'hui, c'est peut-être le printemps des peuples arabes. On reste sur la Tunisie et l'Égypte un instant. Comment la France peut-elle accompagner cette marche vers la démocratie qui est possible, pas sûre, pas certaine, mais possible dans ces 2 pays? D'abord, peut-être en reconnaissant la légitimité de ces mouvements. On a dit tous ceux qui sont dans les pays arabes sont incapables d'accéder à la démocratie, et quand ils accèdent à la démocratie, ils se jettent dans les bras des islamistes salafistes. La démonstration par la Tunisie et l'Égypte vient d'être faite. Voilà des pays qui accèdent aux valeurs universelles que nous portons. Et on ne l'a pas fait en faisant la guerre. Souvenez-vous que M. Bush avait fait la guerre en Irak pour imposer la démocratie. Et là, on a eu le communautarisme, l'ethnicisme, le terrorisme, le salafisme et la montée de la violence. Eh bien, en Tunisie, c'est une révolution pacifique qui s'est déroulée. Et en Égypte également. Ce qui est en train de se passer dans les autres pays arabes est un torrent qui amène finalement le monde arabe, j'allais dire, à la discussion d'égal à égal avec nous, sur la base de valeurs que nous partageons avec eux. Donc déjà, reconnaître la légitimité de ces mouvements. Deuxièmement, les soutenir. Moi, je n'ai pas peur de dire aux Algériens, la jeunesse algérienne, avec beaucoup d'intellectuels, d'avocats, d'anciens dirigeants de ce pays, de dire exprimez-vous. Nous vous encourageons, nous pouvons faire ce que nous pouvons, parler en tout cas, et dire qu'il y a une légitimité à demander la démocratie dans son pays. Sur l'Algérie, et pourquoi, vous en parlez tout à l'heure, et vous écrivez dans votre livre concernant l'Algérie, le fait que et la France et l'Algérie n'arrivent pas à se parler tranquillement, sereinement. Si un dirigeant français disait aux Algériens ce que vous venez de dire, vous savez ce que ça va
occasionner immédiatement un retour en Algérie. Oui, nous serons accusés de néocolonialisme, mais je voudrais lire un de ces câbles qu'un ambassadeur à Alger des États-Unis d'Amérique a envoyé à son gouvernement, qui a été publié par Wikileaks. C'est assez intéressant parce que ce n'est pas la France qui le dit. Un gouvernement à la dérive, un régime en proie à un manque de vision atteignant des niveaux de corruption sans précédent. Wikileaks nous apprend que les Américains pensent ce que les Algériens eux-mêmes de base, la jeunesse et même tous les corps intermédiaires, la société algérienne pense de ses dirigeants. Mais ça, c'est un câble en principe confidentiel. Un président de la République française pourrait dire ça? Je pense qu'il ne pourrait pas le dire, mais il pourrait citer certainement un télégramme d'un ambassadeur américain. On a beaucoup reproché à François Fillon d'avoir été en Égypte, à Michel Elio-Marie d'avoir été en Tunisie, mais prenons le cas de François Fillon. Est-ce que vraiment le président Montebourg, président de la République française élu, pourrait se passer d'avoir des contacts avec le président égyptien, quand bien même celui-là ne lui conviendrait pas vraiment? Je me souviens que lorsque François Mitterrand était allé en Russie soviétique, il avait rencontré Léonid Brejnev. Il avait porté un toast pendant le dîner d'État à Sakharov. C'était Tchernenko. C'était Tchernenko, juste après. On voit bien qu'il est parfaitement possible de discuter avec des États, leurs chefs désignés, et en même temps d'exprimer un certain nombre de valeurs. Nos intérêts rejoignent nos valeurs. Nous ne pouvons pas les dissocier à ce point. Et c'est parfaitement ce que la diplomatie de Barack Obama a compris. D'ailleurs, vous lui reconnaîtrez une certaine audace, une manière de dire les choses, de parler au peuple contre leurs dirigeants, qui est une nouvelle façon, j'allais dire, d'embraser le monde et même de l'embrasser. Et je crois qu'il faut lui rendre cet hommage. Nous avons beaucoup à apprendre de cette période et je trouve que le nouvel ambassadeur en Tunisie, qui à l'évidence n'a pas le niveau, donne le sentiment que la France n'a rien compris, rien entendu de ce qui s'est passé en Tunisie. C'est déjà ça. Et on leur remercie quand même. Le G20, ça avance à petits pas. Il y a une réunion ce week-end. Bon, petit résultat, mais quand même, ça avance. Bon, Nicolas Sarkozy a fixé des objectifs, réformer le système monétaire, s'attaquer à la spéculation sur les matières premières, taxer les mouvements financiers. Vous le soutenez là-dedans? Sur la question des déséquilibres, la taxation des mouvements financiers, c'est heureux qu'ils le disent. Ça fait des années que nous nous battons à gauche pour défendre cette stratégie. Et d'ailleurs, la question n'est plus de le dire, c'est de le faire. Est-ce que nous pouvons le faire dans le G20? Je ne le crois pas parce que, d'abord, la Chine, les États-Unis sont opposés. En revanche, ce serait un objectif tout à fait atteignable dans le cadre de l'Union européenne. Plutôt que de dire à l'Allemagne qu'elle a un modèle imitable et transposable sous toutes les latitudes et longitudes, en l'érigeant un modèle d'imitation, on pourrait déjà la convaincre de prendre un certain nombre de mesures qu'elle refuse de prendre. Eh bien, déjà engager la discussion, plutôt que lui dire qu'elle est formidable, alors que je ne pense pas du tout, lui dire que nous avons à faire progresser la manière de maîtriser le système financier. On ne peut pas, aujourd'hui, changer le système économique, le remettre au service des hommes, aussi longtemps que les marchés financiers chercheront à mettre au pas les États, leurs dettes souveraines et leurs contribuables. Mais vous vous rendez compte que vous voulez, par exemple, taxer les banques, ou bien dites-vous, si ce n'est pas possible parce que les autres pays ne voudront pas le faire, on n'a qu'à en prendre le contrôle, c'est-à-dire les nationaliser. Si je comprends bien, c'est ce que vous dites dans ce livre, hein, des idées et des rêves. Mais vous voyez la France en train de faire ça au milieu d'une Europe libérale? D'abord, je ne défends pas la nationalisation parce que la nationalisation nous obligerait à demander aux contribuables d'indemniser des actionnaires qui ont commis de graves fautes. Je suis pour la mise sous tutelle. C'est-à-dire, finalement, comme l'État est assureur en dernier ressort du système bancaire, faire en sorte que ce dit système obéisse à un certain nombre de préoccupations de l'intérêt général. Et notamment, financer l'économie productive plutôt que la spéculation. Se consacrer à la croissance dans notre pays, et nous avons un taux d'épargne qui le permettrait, plutôt que d'aller investir dans les paradis fiscaux ou bien ailleurs. Faire en sorte aussi de protéger les avoirs, donc séparer un certain nombre d'activités bancaires, comme le préconise la quasi-totalité des économistes, et comme Franklin Roosevelt l'avait fait dans les années 30, après la grande crise de 29. Donc ce sont des règles, finalement, de normalité sur lesquelles il faut revenir, qui n'existe plus parce que nous avons été pendant 30 ans... Mais la France seule peut imposer ça? La France a parfaitement les moyens de décider pour son propre système bancaire de le faire et, par ailleurs, d'inciter
par j'allais dire, le rapport de force, les autres banques qui sont sur son territoire, sous forme de filiales, il y en a un certain nombre, d'imposer un certain nombre de règles et d'ouvrir dans l'Union européenne le moment de vérité où il faudra dire à nos partenaires quel est notre projet politique. Est-ce que nous sommes un marché libre ou est-ce que nous avons un projet politique pour nos peuples ? Alors, vous proposez le capitalisme coopératif, une sorte d'alliance raisonnable entre les financiers et les salariés, entre les actionnaires et les salariés, si je puis dire. Vous proposez aussi une alliance des consommateurs avec les producteurs, les consommateurs acceptant de payer plus cher leurs marchandises pour acheter là où ça a été produit, c'est-à-dire chez eux. Est-ce que c'est pas un peu naïf, pardon la question, mais quand même, dans le monde d'aujourd'hui, le consommateur, il a envie de payer moins cher ce qu'il achète. L'alliance entre les actionnaires et les salariés, franchement, ça a été tenté plusieurs fois, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Alors, le capitalisme coopératif, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. D'abord, beaucoup méconnaissent ce secteur très important dans notre économie. 2 millions de salariés travaillent dans le secteur coopératif. Il y a de très grandes marques qui, aujourd'hui, commercialisent des produits fabriqués sur le système coopératif. D'aussi, les conserves, le sucre, le lait. Vous avez, par exemple, Atoll, c'est une coopérative de commerçants qui vend des lunettes célèbre. Vous avez Système U, qui est une coopérative de distribution, de commerçants de détail. Vous avez Mondragon, qui fabrique des machines à laver avec 80 000 personnes, qui est une coopérative basque, franco-espagnole. Vous avez partout des alternatives au système du capitalisme financier qui prélève sa dîme et en quelque sorte refuse d'ailleurs de salarier le travail, de payer le travail, la valeur travail. On parle de valeur travail mais elle est dévalorisée. Dans le système coopératif, non seulement les salaires sont meilleurs qu'ailleurs, les écarts de rémunération entre le patron et le plus petit salaire sont beaucoup plus réduits. Aujourd'hui, c'est 1 à 500, c'est plutôt 1 à 5, 1 à 10. Et surtout, ce sont des outils de non-délocalisation. On ne délocalise jamais des coopératives. Vous savez pourquoi ? Parce que les salariés ne délocalisent pas leur propre outil de travail. Et en plus, le matin, quand ils vont travailler, ils travaillent pour eux. Donc je propose qu'un fonds souverain coopératif permette de racheter des entreprises qui ont des brevets, des savoir-faire, des salariés, pour éviter qu'elles ne migrent et qu'elles ne s'en aillent. Un fonds souverain coopératif. Vous aurez l'occasion de débattre de cela avec Christian Saint-Etienne, l'économiste, tout à l'heure.